Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à Parole de Psy. Je suis Florent Tiachoua, le fondateur de la Web TV TIAS pour Interaction, média de la diversité, de la diaspora, de l'inclusion et du vivre ensemble au Canada. Notre deuxième épisode de Parole de Psy nous amène à parler des produits éclaircissants. L'Organisation mondiale de la santé estime que près de 70% des femmes utilisent des crèmes éclaircissantes. Cependant, depuis un moment, on a remarqué que beaucoup d'hommes s'aventurent sur ce terrain qui était parfois la chasse gardée des femmes. Au-delà de leur nocivité pour la santé, ces mêmes produits éclaircissants impliquent des questionnements d'ordre psychologique, sociologique, philosophique, voire historique. Alors, pour en discuter aujourd'hui et comprendre les tenants et les aboutissants de l'utilisation de ces produits éclaircissants, le docteur Magloire Pembi reçoit Bénédicte Koumbi, Kerwin Maïzo et Yvonne Douagani. N'hésitez surtout pas à partager bien sûr les liens de cette vidéo dans vos réseaux pour sensibiliser le monde sur l'importance de faire attention aux produits que l'on utilise. La suite juste après le générique. Chers amis à l'écoute, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour Parole de Psy qui est consacré à un phénomène qu'on observe souvent en Afrique, le blanchiment de la peau. Avant d'aborder le vif du sujet, j'aimerais d'abord demander à vous tous qui nous suivez de bien vouloir partager le lien maintenant à ce podcast et dans la mesure du possible, pour ceux qui le peuvent, de bien vouloir nous aider en cliquant sur www.paypal.me/afropanorama www.paypal.me/afropanorama. Pour parler de cette problématique de blanchiment de la peau, nous avons comme invité aujourd'hui Madame Yvonne Douagani depuis Kinshasa. Yvonne Douagani est professeure à la faculté de psychologie. Elle est psychologue clinicienne. Elle va aborder les aspects psychologiques de la question. Et nous avons aussi Madame Bénédicte Koumbi depuis Genève. Bénédicte Koumbi est historienne et enseignante. Elle est professeure d'histoire. Et avec elle aussi, on va discuter de la question. Notre troisième invité s'appelle Kerwin Maïzo. Il est journaliste, chroniqueur de musique et analyste politique. Il va nous rejoindre d'ici quelques minutes si les problèmes de connexion sont résolus. Et c'est avec nos trois invités que nous allons discuter. Bienvenue à tous. Merci. Voilà, les connexions avec Kinshasa, c'est pas toujours évident. Je vois que notre amie Yvonne nous a quittés pour quelques minutes. Elle va revenir. Kerwin Maïzo vient de se connecter. Tant mieux. Bonjour Kerwin, bienvenue. Je viens de finir de vous présenter. Bonjour, merci de m'accepter. Vous savez, je suis occupé à faire beaucoup de missions à la fois, beaucoup de choses à la fois. Donc j'avais moi-même mon direct, j'avais une grande réunion de la communauté congolaise et j'ai un autre direct et j'ai des consultances avec beaucoup de radios, ce qui justifie ces retards. Vous m'envoyez, mais vraiment désolé, et mea culpa. Merci Kerwin d'être là. On va aborder le vif du sujet. Je vais commencer avec vous, Yvonne Douagani. Si vous devriez donner une définition du phénomène blanchiment de la peau, qu'est-ce que vous diriez? Allô Yvonne, est-ce que vous avez entendu ma question?
Je ne sais pas. Yvonne, est-ce que vous m'entendez? Ça, c'est les aléas du direct. Bon, je reprends la même question à Bénédicte. Si vous deviez donner une définition du phénomène de blanchiment de la peau, qu'est-ce que vous diriez? D'autant plus qu'on dit en général que ce sont les femmes qui se blanchissent souvent la peau. Moi, je vois une technique du corps, aux conséquences nocives. Mais je dirais que pour moi, c'est surtout un symptôme de quelque chose d'autre que ce qui est peut-être vu au premier abord lorsqu'on regarde un visage. Et donc, pour vous, quand vous parlez de symptômes, ça veut dire qu'il y a derrière une maladie. Quand on dit symptômes, c'est symptômes de quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y aurait derrière comme maladie? Je crois que peut-être pas, je dirais peut-être pas tout de suite maladie, parce que ça serait aussi m'inscrire dans une pratique, au fond, peut-être qui n'est pas la mienne et qui est la pratique médicale. Mais en tous les cas, pour moi, c'est tout un monde, en fait, qui se cache derrière ce mot-là, de ce symptôme-là, de ce qui est visible. C'est une histoire longue et qui, voilà, comme je le dis, que l'on peut percevoir à la surface, en fait, de la peau. Yvonne, est-ce que vous m'entendez? Yvonne? On a des problèmes avec Yvonne apparemment. Kerwin Maïzo, je passe à vous à présent. Est-ce que vous avez l'impression que ce phénomène est toujours d'actualité ou c'est quelque chose qui a pris du recul? L'impression que j'ai, c'est que le phénomène... C'est vraiment entrecoupé. Moi, de mon côté, c'est très, le son n'est pas très bon. Ça doit être les difficultés avec les lignes. Donc, est-ce que là, vous m'entendez? Yvonne est à Mbandaka, c'est ça? Yvonne est actuellement à Mbandaka, donc on a quelques difficultés avec la ligne, je pense. Alors, peut-être que, Yvonne, puisque nous, on peut t'entendre, je vais écrire les questions. Et peut-être que vous pourriez participer au débat. Ou alors, prenez un témoin sur le direct. On va continuer. J'espère que ça va s'améliorer. Oui, Kerwin. Est-ce que c'est un phénomène qui a l'air d'être encore d'actualité ou c'est en train de reculer? Ok, parfait. Parce que je peux les lire et puis répondre si vous m'attendez sans problème. Merci beaucoup. Okay. Voilà, le phénomène est toujours d'actualité, mais pas avec autant d'acuité que dans le passé, parce que il y a eu des émissions de sensibilisation, il y a eu des conséquences de ceux qui ont commencé avec le phénomène vers les années 60 et qui ont attrapé les cancers. Donc les gens ont vu, ça servit d'exutoire, ça servit de repoussoir. Il y a certaines personnes qui l'ont abandonné. Il y a beaucoup de Congolais qui voyagent et qui prennent conscience que dans le monde, on retrouve des gens de toutes les couleurs, ils sont différents et c'est pas ça qui fait vraiment l'homme. Parce que comme l'a dit Madame Koumbi, c'est que les décapages de la peau, c'est pas qu'un phénomène superficiel où quelqu'un utilise des produits pour éclaircir son teint. Mais c'est un problème plus profond, c'est un problème psychologique et c'est même que c'est un problème historique. D'où, à force de comprendre d'où vient le monde, où va le monde, pourquoi avons-nous ces complexes de la peau blanche, pourquoi les enfants doivent être clairs de peau, pourquoi les hommes préfèrent les femmes claires de peau, pourquoi la télévision privilégie les gens qui sont clairs de peau, pourquoi dans les chansons on entend toujours en filigrane, voilà, il est clair de peau. Dans les théâtres populaires, toujours, moi, c'est Oyapembe, Mobali Yambinga Oyapembe. Quand on regarde la photo de la plupart des présidents africains, si vous regardez la campagne à côté, c'est généralement une femme claire de peau. Mais alors, les gens commencent à comprendre, le phénomène prend du recul, mais pas suffisamment assez pour qu'on dise que le mouvement vient vraiment de basculer. C'est un balbutiement, c'est un début
Et c'est difficile à quantifier, mais on peut affirmer, sans crainte d'être démenti, qu'il y a quand même un mouvement qui va dans le bon sens. Yvonne, est-ce que là, vous m'entendez maintenant? Ah, ça a l'air très difficile. C'est difficile, la ligne avec Yvonne. Bénédicte, je vais revenir à vous. Kéroun a quelque part brossé un peu le tableau et il aborde la question des origines historiques de ces pratiques. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Mais je crois que, bon, peut-être une des choses importantes à dire au départ, et puis qu'il est nécessaire aussi de comprendre par rapport à ce phénomène de blanchiment de l'apparence, c'est que c'est pas une pratique déjà qui est exclusive à la population noire. C'est certain qu'ici on parle de l'Afrique, on est concerné, mais c'est un phénomène qu'on retrouve dans plusieurs pays du monde. On a ce phénomène en Asie, on l'a aussi en Europe, on l'a en Afrique, en Amérique et puis donc au Moyen-Orient. Et c'est un phénomène, c'est vrai qu'il est assez complexe à analyser parce qu'il est, je crois, imbriqué dans des multiples justement problématiques. C'est pour ça que je parlais de symptômes. On a la surface de la peau qui dit une chose, mais qui est en fait en réalité un concept. Et ce concept-là, je crois que pour pouvoir détricoter un petit peu sa genèse et puis comprendre pourquoi il a pris ancrage dans nos sociétés, c'est effectivement, je crois qu'il faut aller interroger ce passé et puis surtout il faut interroger le moment colonial, puisque c'est à ce moment-là que, au fond, la question justement de ce blanchiment va se poser. Et je crois que Frantz Fanon, d'ailleurs, le montre assez bien parce que il dit qu'en fait, le noir ne se conçoit pas noir tant qu'en fait un blanc ne lui a pas assigné au fond cette identité pigmentaire. Et donc on voit bien qu'il y a cette confluence entre le vécu des gens et cette espèce de venue d'un étranger qui lui au fond représente une sorte d'universalisme qui est constant, qui ne change pas, qui n'interroge pas, mais qui fait que la différence de l'autre, au fond, est constamment interrogée. Et il y a aussi dans ce rapport de domination qui va s'installer au fil du temps, une dénégation de l'humanité de l'autre par effectivement le blanc. Donc, on va voir se former ces techniques du corps, justement, pour pouvoir au fond, essayer de montrer qu'on est également humain. C'est une recherche d'humanité qui est là, même si elle apparaît, je pense, de façon pathologique, mais c'est une recherche d'humanité parce que en face, on a une dénégation de l'humanité, c'est-à-dire que l'humanité, elle va se construire selon un étalon, et l'étalon qui est mis là, je veux dire, en avant, c'est l'étalon de la blanchitude, qui est aussi une construction. Donc, en fait, en réalité, historiquement, c'est comme on voit, c'est que autant le blanc que le noir, ce sont des constructions et quelque part des fictions sociales, mais qui vont avoir des incidences très profondes dans la vie des individus et qui va porter certains, effectivement, d'entre eux à pouvoir intégrer, en tout cas assimiler au fond les questions d'infériorisation qui sont assénées par les talents justement de pureté, de beauté et que sont qu'est l'être blanc. Mais pour moi, ça va au-delà justement du pigmentaire. Je crois que la question justement du blanchiment doit aussi être interrogée au niveau du capillaire. Il doit être même interrogé au niveau de la langue. Comment on parle, comment on investit certaines langues étrangères. Pourquoi à certains moments on doit parler certaines langues et puis les parler d'une façon aussi particulière parce que ça va attester en fait de notre capacité entre guillemets d'assimilation,
mais qui n'est jamais abouti puisque de toute façon, pour pouvoir maintenir au fond la question de la supériorité autoproclamée de l'être blanc, il faut une infériorisation continue de l'être noir et donc une espèce de recherche, de quête constante au fond de cette, non pas peut-être de la blanchitude, mais derrière ça d'une humanité. Donc, à vous entendre parler, on est dans une situation où l'Africain ou l'homme à la peau noire assume l'idée que, assume le doute concernant, excusez-moi, désolé, assume les doutes concernant son humanité et va dans le blanchiment rechercher à recouvrer cette humanité. Mais il s'agit quelque part d'une démarche perverse parce qu'en plus vous élargissez, ça ne sera pas seulement le blanchiment de la peau, mais on va y aller le blanchiment de l'esprit, le blanchiment de la langue, le blanchiment du vécu. On est dans un contexte où pour retrouver son humanité, on a besoin de détruire ce qu'on a de particulier. Mais ce qui est intéressant en fait, quand on regarde le moment, on va dire, du discours qui se construit par rapport aux Noirs. Hein. Donc, on est justement dans ce moment colonial, on est autour du 15e, 16e siècle en particulier, où il y aura effectivement toute une théorisation qui va être faite, en fait, en réalité, pour pouvoir poursuivre un but particulier, qui est la conquête des terres en réalité, et puis le pillage des ressources, parce que c'est ce qui est recherché. Il y a cette construction discursive, langagier autour de ce qui est inférieur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde la société d'ancien régime en France, durant cette période, 16e, 17e siècle, on a un discours, on a ce discours aussi justement sur la question de la blancheur de la peau. Pourquoi? Parce que celui qui est aristocrate, c'est l'aristocratie, la noblesse qui est une forme de vertu, c'est-à-dire qu'elle est intrinsèque à l'humain qui naît. Cette noblesse, elle se donne à voir d'abord par la peau, c'est-à-dire que ce sont des gens qui doivent être extrêmement blancs. C'est pour ça qu'on parle de sang bleu, c'est parce qu'on est extrêmement blanc et qu'on peut voir les veines qui sont bleues et qui différencient ces individus-là de ceux qui travaillent justement dans les champs et qui sont tannés par le soleil, et donc leur peau, au fond, est un marqueur social également, et qui en fait, augure de leur infériorité. Et c'est intéressant de voir que c'est sous cet ancien régime français que l'on a aussi ce discours, justement, par rapport aux Noirs, qui est en train de se développer au même moment. Quand on regarde certains des manuels des gantiers parfumeurs, parce que c'était eux qui faisaient les recettes à cette époque-là, on peut retrouver pratiquement toutes les recettes qu'on peut voir aujourd'hui, des fois que les gens partagent. Hein. Et d'ailleurs, c'était tellement nocif à un moment donné, puisque les gens se mettaient du plomb, du mercure sur le visage pour pouvoir paraître blanc. Donc, on était dans dans la même recherche, au fond, d'une citoyenneté, on va dire, d'une humanité acceptable. Et c'est des moments qui sont concomitants et ça, c'est assez intéressant à relever. Caroline Maïzo, vous êtes chroniqueur de musique, vous êtes journaliste et vous connaissez ce milieu des artistes, des musiciens qui sont quelque part des leaders d'opinion. Et c'est aussi parmi eux qu'on a observé beaucoup de personnes qui se sont blanchies la peau. Est-ce que, par rapport à ce type de comportement, comment est-ce qu'ils expliquent ce besoin d'avoir une peau aussi claire? Les chanteurs font partie de la société. Généralement, c'est des peintres de la société. Ils ne sont que les produits de la société dans laquelle ils évoluent. Ils sont dans une société où on leur a dit que le blanc était supérieur. Celui qui vit comme un blanc, celui qui parle comme un blanc, on l'appelait évoluer. On lui a dit que pour être respecté, il faut avoir une femme respectable que l'on traduit par Moissi à kilo. Et Moissi à kilo, ce n'est pas le respect
par rapport à sa moralité, par rapport à son apport dans la société, mais aussi par rapport à son aspect. Elle doit être claire de peau. On lui a dit que le blanc, il a écouté par exemple tout ce qu'on lui a ressassé à gauche à droite et on a entendu une chanson d'anthologie, Nzambe nakomi tunaka moto mwindo auta wapi. Quand on entend ce genre de chansons, ben, quoi de plus normal que certains chanteurs puissent se livrer à ce qu'ils appelaient Bitumbana aspect, la guerre de l'aspect. Et quand on dit aspect, c'est l'aspect clair. Et vous êtes loin d'imaginer combien on investit pour avoir cet aspect. Ils achètent plusieurs produits, des produits nocifs, et pour ne pas, par exemple, être victime de l'insulte, visage coca, pied fanta, comme on dit, c'est-à-dire, vous avez, non, plutôt, visage fanta, vous avez un visage clair, mais vous avez des pieds qui ressemblent sombres comme le Coca-Cola. Alors, ils en sont arrivés à dormir avec du ciment. Ils mettaient du ciment qu'ils enroulaient d'un sachet et les matins, la peau tombait comme un serpent qui mue. Et ils avaient des pieds mais extrêmement clairs, c'est-à-dire pour uniformiser cette clarté un peu partout. Or, on sait que lorsque vous mettez ce genre de produit, il y a des endroits au corps où le produit n'arrive jamais. Et Dieu seul sait par quoi sont passées certaines personnes pour blanchir ces endroits du corps. Donc, moi, je peux dire, en bref, que les chanteurs est le reflet de la société dans laquelle il vit et il ne fait que reproduire des schémas qui ont été établis suite à la colonisation, suite à une certaine idée du beau, du vrai, tel que défini par la presse, tel que défini par les colons, tel que défini par ce qu'on a appelé évoluer. C'est cette idée qui fait les dégâts dans tout le domaine de la vie et le blanchiment de la peau n'est qu'un des aspects. Je vais juste, je crois que Bénédicte Kumbi l'a dit. Vous savez, des garçons et des filles dans des grandes villes qui imitent l'accent occidental pour parler. Il y en a légion. Et on nous a deux fois reproché dans des émissions, ah oui, mais lui parlait pas bien français. Quand on dit quoi, il y avait des fautes. Non, non, non. L'autre là, il parlait comme un blanc. C'est-à-dire, bien parler français, c'est avoir l'accent académique parisien. Ou parler en argot comme un enfant qui est né en France, généralement, qui vit dans les banlieues françaises. Voilà, donc c'est quelque chose qui va un peu partout. Il n'y a pas qu'au niveau de la peau. Même, on faisait aussi même la différence entre ceux qui mangent à la main et ceux qui mangent avec des fourchettes. Moi, vous connaissez, hein, généralement, je mets très rarement la cravate. Et on me les reproche, on me dit ça fait voyou, et il faut mettre une cravate. Mais cette dictature de la cravate, cette dictature du costume, c'est juste, c'est un des aspects qui participe à cette colonisation mentale. Bon, Bénédicte l'a dit, c'est partout. Hein. J'ai suivi un reportage sur TF1 ici en France où on montrait les Indiens à Paris comment qu'ils utilisent ces produits et ça a surpris beaucoup de gens. J'ai lu par exemple les rêves de mon père, de Barack Obama, où il disait que à l'université UCLA, hein, University of California, Los Angeles, dans cette université, les Noirs s'est groupés par catégorie de peau. Il y a ceux qui étaient un peu peau claire, tous ceux qui étaient trop sombres, bon, ils étaient dans leur coin. Et pour rejoindre les groupes de ceux qui avaient la peau un peu plus claire, il fallait utiliser des produits décapants. Et aux Antilles, lorsque vous avez un enfant, on dit il a la peau chapée. La peau chapée, c'est-à-dire la peau a échappé à la noirceur. On est content que l'enfant est un peu clair de peau. Il a la peau chapée. Et toute personne qui est claire de peau, surtout une dame, on dit elle est chabine. Chabine, c'est une insulte. C'est, sauf erreur de ma part, c'est le mélange d'un bouc et d'une brebis, je crois. Et, bon, à l'époque, on les appelait aussi mulâtres. Or, mulâtre, c'est le mélange d'un mulet, je crois. Voilà, c'est un mélange que les gens ne devraient pas exalter et ils ne s'en rendaient pas compte. Les gens étaient fiers de dire que je suis mulâtre, au lieu de dire à la rigueur que je suis métisse.
Et de dire que, bon, il a la peau chapée, c'est comme si on échappait à une certaine noirceur. Voilà, c'est vraiment un problème global et les chanteurs, ils sont beaucoup plus à plaindre qu'à blâmer, en fait. Oui, Bénédicte évoquait tout à l'heure le fait qu'il y avait une identification de classe aussi liée à la couleur de la peau. Et donc, évidemment, les classes les plus élevées, ce sont les classes avec la peau la plus claire. Et c'est un peu ce que vous racontez aussi par rapport à Barack Obama. La question que je voudrais poser maintenant, est-ce que chez nous en Afrique ou dans les sociétés africaines, est-ce qu'on observe aussi cette situation où, enfin, comment, je veux poser la question autrement. Les gens les plus riches, qui sont perçus comme riches, sentent-ils le besoin dans les sociétés africaines de s'éclaircir la peau? Est-ce que ce phénomène serait plus fréquent plutôt chez ceux qui sont pauvres et qui donc, en essayant de se blanchir la peau, voudraient atteindre la classe la plus aisée, même s'ils n'en ont pas les moyens? Est-ce que dans toutes les classes sociales, le phénomène est distribué de la même façon? Je ne sais pas qui va prendre la parole en premier. Mais oui, peut-être que je vais juste prendre sur l'aspect historique et puis peut-être qu'Erwin pourra élaborer sur la société. Mais je crois que ce qui s'est passé, et je crois qu'il faut vraiment voir le système justement colonial dans ce sens-là, parce qu'au Congo, il a ce nom évolué, mais qui veut dire effectivement ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que dans la société coloniale, et puis il n'est plus là, hein, Magloire, il a disparu. Il a disparu lui-même. Mais il nous écoute. Ah, d'accord. Mais dans la société coloniale, effectivement, il y avait toutes ces questions, il y avait toute cette gradation des noms pour pouvoir qualifier les individus. Justement, on pouvait être le nègre bossal, le chabin, mais tout ça, effectivement, ça relève de cette catégorisation qui correspond au fond à une hiérarchie. Parce que celui qui est métis dans une société coloniale, il est à la fois, je veux dire, c'est presque un être liminaire, c'est-à-dire qu'il est entre les deux, il est entre le noir indésirable, mais il est aussi entre le blanc désirable. Donc c'est un peu un personnage vraiment qui peut être source de vraiment beaucoup de confrontations dans la société, parce que ce que va faire le blanc pour pouvoir continuer justement à assujettir le noir, à pouvoir lui imposer cette idée de sa supériorité, c'est qu'à un moment donné, il va donner aussi du pouvoir d'une certaine façon et surtout économique aux mulâtres au détriment du noir. Et ce qui va se passer, c'est que la confrontation, elle va être médiatisée d'une certaine façon. Ça sera plus une confrontation du noir au blanc directement, mais ça sera du noir au métis. Donc c'est un peu une division aussi pour mieux régner. Parce que tant qu'on est occupé à se battre entre le noir et le métis pour savoir qui va au fond avoir cette place de favori d'une certaine façon par rapport au blanc, le blanc, je vais le dire de manière tribale, lui il garde ses pommes, hein, c'est-à-dire que du coup, et on a ces phénomènes-là, je pense qu'ils sont importants à comprendre parce que ils nous renvoient aussi à nos sociétés effectivement africaines, congolaises, parce que d'une certaine façon, toutes ces questions de classe, pendant que nous battons entre nous, il y en a d'autres qui sont en train de récupérer les pommes. Et c'est toujours le même mécanisme au fond de division qui permet de pouvoir garder le contrôle, le pouvoir qui est celui en fait du blanc. Et là, il s'exerce autour de la question de la couleur de peau. Mais quand on regarde les sociétés, je pense congolaises, vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, je vais vous dire, mais combien de tantines j'ai pas eu qui sont venues me proposer en me disant il faudrait que je me mette de la crème et tout, parce il faudrait effectivement que j'éclaircisse un petit peu, parce que tout ça, c'était un peu trop foncé. Il y a toujours un peu cette connotation justement de
la bonne amie ou de la tantine ou je sais pas qui veut le bien de quelqu'un et puis qui va venir dire bon on peut un petit peu changer un peu les couleurs de peau. Mais en même temps, c'est vrai que moi, je dis petite quand même, quand je regardais autour de moi, je veux dire, les mamans qui étaient considérées et tout ça, souvent, c'était des mamans qui étaient claires. C'était pas des mamans qui avaient la peau foncée. Et quand on regardait les gens qui étaient un peu socialement assis et tout ça, bah, les femmes des tontons, elles avaient la peau claire. Elles avaient plutôt tendance à être claires que d'avoir la peau foncée. Ça, c'est quand même un constat, je pense, une donnée qui est quand même là et qui se vérifie, quoi, quand même. Voilà, moi je répondrai à la question lorsque Magloire parlait des riches est-ce que les riches auraient tendance à s'éclaircir la peau ou pas? Moi je dirais le problème ne se pose pas beaucoup plus en termes des riches pauvres, mais ça se pose beaucoup plus en termes de quelqu'un qui a accès aux connaissances. Employons le terme entre guillemets intellectuel et c'est lui qui a moins accès aux connaissances. Parce que les riches, quelle que soit la couleur de sa peau, il est respecté, entre guillemets, par ses avoirs, par son argent, par ses moyens. Il est moins complexé parce qu'il sait que, noir ou pas noir, il sera respecté et il pourra conquérir tout ce qu'il veut conquérir comme femme ou homme. Hein, cela dépend de quel côté on se trouve. Donc, le problème des complexes de la couleur ne se pose pas. Bien qu'il a les moyens de s'administrer toutes sortes de soins pour atteindre les standards de beauté qu'il semble convenir à sa classe sociale. Mais par contre, c'est beaucoup plus un ignorant qui aura tendance à chercher à se valoriser par les décapages de la peau qu'autre chose. Alors, maintenant, il faut faire d'autres nomenclatures. C'est-à-dire, si on prend un riche intellectuel, un riche pas intellectuel, ensuite un pauvre intellectuel et un pauvre pas intellectuel, on verra que les comportements ne seront pas les mêmes. Les riches intellectuels se contentera de sa production intellectuelle et de comment faire pour bien vivre. L'aspect extérieur, l'aspect de son enveloppe l'intéressera moins. Le riche... Sa compagne. Celui de sa compagne. Oui. Pas la sienne propre, celui de sa compagne. Celui de sa compagne qu'il considère comme un trophée, là, c'est vraiment autre chose. Il va tout faire pour que la compagne soit vraiment à l'image de ce que la société voudrait comme trophée et on tombe dans des cas malheureux où s'il avait une femme sombre de peau, il va lui chercher des poux dans la tête pour s'en séparer et aller chercher une femme fashion, entre guillemets, qui convienne, ou ils vont en avoir deux, comme certains présidents africains. Il y en a une pour la maison et l'autre pour voilà, le public, les sorties, le fan, l'extérieur, comme ils disent. Donc, ensuite, quand on prend un riche qui est peu cultivé, lui, il va s'intéresser et à son aspect à lui et à l'aspect de sa femme. Tandis qu'un pauvre, mais cultivé, va chercher d'abord l'utile, c'est-à-dire comment faire pour quitter son état de pauvreté. Voilà, il va chercher d'abord la vie et le décapage de la peau sera à la marge. Mais tandis qu'un pauvre peu cultivé, lui, il ne connaît pas l'essence de priorité. L'instinct de survie fera qu'il puisse chercher comment survivre. Mais en cherchant comment survivre, il pense qu'en s'éclaircissant la peau, il augmente ses chances d'atteindre un certain niveau dans la société et du coup, il va neutraliser le peu de moyens qu'il a entre sa pitance quotidienne et son budget pour l'éclaircissement de la peau. Donc, ce n'est ni blanc ni noir, il faut un peu creuser dans chaque catégorie et des sous-catégories pour voir ce que ça donne.
Tout à l'heure, Kerwin parlait de la dictature du costume. J'espère que c'était pas une pique adressée à moi. Mais... Oh, ben, je te connais que souvent non, que vous n'êtes pas mais bon. Moi, c'est souvent costume demi-Dakar, comme on dit. Et puis... De toute façon, le lapsus de Kerwin le trahit un peu. Donc, dans la vie, on se connaît, on se tutoie. Mais là, on est devant le public, on va faire un effort qui n'est pas évident, on va se vouvoyer. Oui, oui. Au moins, on est clair et transparent sur nos conflits d'intérêts. Oui, oui. Voilà. Bénédicte faisait une remarque intéressante lorsqu'on parlait de la compagne de l'homme riche. Et en fait, même chez cet homme riche-là, il y a comme une sorte de manque où il va se dire, c'est vrai que j'ai les moyens, c'est vrai que j'ai de l'argent, mais je veux avoir des enfants et je voudrais que ces enfants-là aient plus de chances que moi. Parce que c'est à peu près la réflexion que se font tous les parents. Et donc, il va aussi lui chercher, une femme à la peau plus claire et de préférence que ce soit une femme naturellement avec la peau claire pour que ce patrimoine puisse être transmis à ses enfants. Mais il y a aussi la question de la jeune fille pauvre qui espère l'ascension par le mariage ou en sortant avec quelqu'un de riche et qui va se dire que ce qui va faire qu'un homme va jeter un regard vers moi, ce sera mon aspect extérieur. Donc, ça va être une donnée importante où elle va chercher à s'éclaircir la peau pour pouvoir attirer le regard des uns et des autres. Alors, je vais poser cette question à Bénédicte, qui est la seule femme sur le plateau, alors qu'au départ, nous en avions prévu 3. Malheureusement, les problèmes techniques sont en train de nous trahir. Jusqu'à quel point est-ce que la femme africaine se sentirait obligée de s'éclaircir la peau pour son homme ou pour son homme futur? À quel point est-ce que ce problème est prégnant? Moi, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que je crois que c'est vraiment des questions individuelles, personnelles et aussi de perception de soi, de comment on a grandi en se regardant. Est-ce que ce que l'on est a été valorisé ou pas valorisé? Est-ce que justement au sein de la société, quel est le discours que l'on a sur nous? Toutes ces choses-là, je pense, rentrent en ligne de compte et ça m'apparaît difficile de pouvoir répondre vraiment à cette question. Maintenant, c'est certain que dans une société, en tout cas congolaise comme la nôtre, où les choses sont extrêmement difficiles, où on est dans un contexte aussi de guerre, où les choses doivent aller très vite, parce que, en fin de compte, les gens ne savent pas exactement de quoi demain sera fait et comment ils pourront négocier leur futur. Alors, je peux m'imaginer qu'il y a certainement pour certaines femmes une urgence à pouvoir maximiser leurs chances, de pouvoir vivre à l'abri, vivre dans une relative sécurité. Parce que je pense que vraiment par rapport au Congo en particulier, moi il me semble qu'il faut vraiment prendre en compte la question, il faut prendre la question de la guerre en question. Parce que je pense que ça détermine vraiment les comportements de façon différente d'une société peut-être qui est beaucoup plus apaisée, ou peut-être des enjeux même d'existence aussi prégnantes, aussi fortes, sont moins présents que ça l'est au Congo. Et tout à l'heure, j'en discutais avec un ami de Bukavu et puis qui me disait mais que par exemple maintenant ce qui se passe c'est que les femmes elles n'ont plus forcément recours, nous on a tous à l'idée Carolite, bon ben voilà, on a en plus de ça un fameux faussaire d'un parti politique qui utilise beaucoup les produits, mais
donc on a ce genre d'individus sur la scène, mais qui sont là. Mais elle me disait que par exemple, avant un mariage, une fille qui sait qu'elle va se marier, maintenant ce qui se passe, c'est que c'est des femmes qui vont déjà sont fermées, par exemple 3 mois avant le mariage, pour pas avoir des problèmes de teint. Et puis aussi, elles vont utiliser maintenant en fait des injections pour pouvoir le jour du mariage être présentable. Donc, on voit que ces phénomènes sont encore là, mais pour moi, il m'est difficile de savoir jusqu'à quel point une femme peut aller, parce que je crois que vraiment que ça dépend. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu qu'on ne peut pas, je pense, asséner comme ça des vérités en disant oui, elle va le faire, elle va pas le faire. Et comme je dis, en plus de ça, pour nous au Congo, je crois qu'il faut lire les choses dans le cadre du pays qui est le nôtre et puis des différentes formes d'urgence qui sont présentes, quoi. Yvonne nous a rejoint. Je lui ai envoyé des questions par texto. Je ne sais pas si elle a lu. Si c'est le cas, je voudrais lui passer la parole parce qu'elle a du mal à nous écouter de là où elle est. Yvonne, si tu m'entends, tu peux prendre la parole. J'ai demandé à Yvonne, en fait, de nous dire s'il y avait une relation qu'on pourrait faire entre les conduites addictives et le blanchiment de la peau. Est-ce qu'on n'est pas dans une relation de ce type-là? Et aussi, la différence ou la relation qu'on peut faire entre des troubles de l'image de perception corporelle et le besoin de se blanchir la peau. C'est ça les questions que j'ai posées à Yvonne. Je ne sais pas si elle entend. On te laisse parler. Je sais que tu nous écoutes difficilement, mais vas-y pour répondre à ces questions-là. Bon. Tout à fait. Je viens de vous rejoindre. J'ai eu quelques soucis techniques. Et je vais rebondir sur les 2 questions que Dr Magloire vient de m'envoyer. Le lien entre l'addiction et les blanchissements de la peau, ainsi que le lien entre l'image que l'homme ou la femme a de lui-même, ainsi que les blanchissements de la peau. Je préfère commencer par la 2e question parce qu'à mon avis, elle est la plus importante. L'image de soi joue grandement sur les débuts de ces phénomènes. Parce qu'après, quand les femmes généralement ou les hommes sont lancés là-dedans, c'est un peu difficile d'arrêter parce qu'il y a beaucoup de répercussions sur le plan physique. Mais pourquoi on commence, pourquoi on veut changer, pourquoi on veut paraître entre guillemets plus beau, plus belle, parce que des teints clairs, c'est pas les autres qui ont toujours tu prépares ton mariage, tu prépares ton, c'est pas moi, un événement, tu dois être bien vu, tu es déjà grande et en fait, c'est ce que la société dicte auprès des personnes qui ont une personnalité faible, comme notre collègue Maïs l'a dit. Ça a un lien aussi avec les connaissances qu'on a. Donc, l'image qu'on a, parce que je ne suis pas claire. Oh là, c'est dommage. Avec les connexions sont difficiles avec la RD Congo et surtout en plus quand on a Mbandaka. Donc voilà, petite parenthèse pour dire qu'on a des problèmes à résoudre et on les oublie trop facilement pour des... Je veux pas être méchant. On va revenir à notre discussion. Vous savez, si on en parle, il y a, c'est pas seulement une question philosophique, comme peut-être on l'a abordé jusque-là, mais c'est aussi une question de santé publique parce que ces produits que l'on met sur le corps pour éclaircir la peau ont des conséquences sur le plan sanitaire.
Donc, je préparais cette émission et j'avais invité une dermatologue de Kinshasa pour nous en parler avec plus de détails. Malheureusement, même pour elle à Kinshasa aujourd'hui, ça a l'air très compliqué. Donc, on va peut-être faire une deuxième partie avec elle pour parler plus spécifiquement des conséquences sur le plan de la santé. Mais en bref, je tiens à dire à ceux qui nous écoutent que si nous avons une mélanine, c'est pour nous protéger des radiations ultraviolettes du soleil. Donc, on a besoin de ça, il faut garder. Et les produits que l'on prend sont toxiques pour la peau, mais sont toxiques aussi pour plusieurs organes. Et l'utilisation de ces produits entraîne des conséquences. Les peaux de ces personnes qui ont utilisé ça pendant des années, il y en a certains qu'on connaît, on se rend compte aujourd'hui qu'ils ont un visage totalement défait et désagréable à voir. Ça, c'était une parenthèse. Je vais revenir à vous. Je vois qu'Yvonne est revenue. On va essayer de la voir à nouveau. Yvonne, on te redonne la parole pour terminer ce que tu avais commencé à développer. Est-ce que tu nous entends? Non, apparemment. Merci beaucoup. Ah. Je disais... Wow. Peut-être qu'il faut lui donner un code quand elle peut parler. Bon, on va faire ceci. On va essayer d'évoluer et on consacrera les dernières minutes à Yvonne pour qu'elle dise un peu. Je pense que c'est important de voir la dimension psychopathologique du phénomène. Kerwin Maïzo, je vais revenir à vous. Et donc, au fond, on est dans une question où il s'est formé au fil des ans des complexes contre lesquels il faut lutter. Mais s'il faut proposer des solutions, Kerwin, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? La première solution, ça serait l'éducation. Il faut mettre d'énormes moyens déjà au niveau de l'école pour rendre les gens fiers de ce qu'ils sont, déjà, d'accepter leur image, et éduquer sur le plan santé publique pour dire combien ça peut être nocif qu'un produit tel que le mercure, tel que l'hydroquinone qui s'infiltre à travers les pores de la peau, qui va aller boucher les reins, qui va provoquer des cancers, non seulement de peau, mais des insuffisances rénales. C'est des produits extrêmement dangereux qu'il faut combattre. Vous savez, ici en Europe, par exemple, dans beaucoup de produits, en Belgique, en France, l'hydroquinone est interdite. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit sous le manteau à Château-Rouge des gens qui vendent des produits à l'hydroquinone. Parce qu'il y en a beaucoup qui estiment que des produits sans hydroquinone à l'AHA ou je sais quel autre produit, ce n'est pas rapide, ce n'est pas très efficace. Il faut contourner la loi pour utiliser ces autres produits. Bon, après, ils ont des vergetures, ils ont des cancers, ils sont hyper abîmés, mais ils continuent toujours. Et puis, on regarde l'état des mains, la peau qui est toute sèche et tout ça. Donc, ça passe d'abord par l'éducation. Et après l'éducation, il faudrait mettre un peu du policier là-dedans. C'est-à-dire que vous éduquez, mais vous sanctionnez ceux qui ne veulent pas se plier, supprimer déjà toutes les industries qui pilulent à Kinshasa, par exemple, à limiter, ceux qui fabriquent des produits à l'hydro pour s'éclaircir la peau. Ça rapporte de l'argent à l'État, ces industries. Oui, mais ils peuvent se convertir, fabriquer des produits à l'hydroquinone et fabriquer des produits sans hydroquinone. Quand je dis supprimer, c'était peut-être excessif. Mais au fait, demander à cette industrie de se reconvertir, de nous proposer des lotions pour nos peaux, mais pas des lotions éclaircissantes. Éliminer de la télévision la publicité avec des produits éclaircissants, faire des choses, provoquer un électrochoc au niveau de la population. On sait qu'à une époque, avec le concours The Voice, la Grande-Bretagne avait élu une femme qui sortait des normes. Elle avait des rondelettes, elle était différente. Mais avec une belle voix. Qu'on fasse comprendre aussi
aux agences de publicité que on peut faire une belle pub avec une femme qui a sa peau naturelle, quelle que soit la couleur de cette peau, qu'elle soit sombre, qu'elle soit moins claire, un peu plus claire, ça ne pose aucun problème. Ce qui compte, c'est le message qu'elle fait passer, comment elle passe ces messages. Donc, il faudrait travailler, mais un travail global, policier et éducation. L'éducation en premier, les policiers en second. Merci, Kevin. Bénédicte? Oui. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution? Bon, je ne serais pas originale en disant l'éducation. Puis, forcément, pour moi, dans l'éducation, il y a forcément la question de l'histoire, d'en comprendre les mécanismes, de comprendre ces mécanismes de domination, suggestion, pour pouvoir un peu se sortir de tout ça, puis que, en fin de compte, en réalité, pour que l'homme soit dans sa totale liberté. Parce que d'un autre côté, moi, ce que je vois aussi, parce qu'il y a ce problème, effectivement, qui se pose des peaux décapées, de ce blanchiment. Oui, il y a la question, on va dire, médicale qui s'est posée là, mais que l'on voit au niveau de la peau, de ces maladies que les gens peuvent contracter. Mais je crois, dans les maladies, il faut aussi considérer la maladie mentale aussi, parce que je pense que c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que le racisme rend malade. Le racisme rend les gens malades. Et ça, c'est, je crois qu'une des choses que le monde doit comprendre, que nous devons comprendre, que ça nous abîme parce que ça nous met dans des positions où effectivement nous ne savons plus que nous sommes, parce que le racisme il s'accompagne pas seulement du fait de nous assigner une identité on va dire pigmentaire, et puis de faire de nous des symboles, des repoussoirs, le négatif de ce qui est de ce qu'est l'humanité. Mais ça nous coupe aussi de tous les ressorts que l'on pourrait utiliser, avoir recours pour pouvoir nous maintenir en tant qu'humains. Et ça, j'entends la culture. Et c'est pour ça que dans la question justement de l'éducation, la question de la culture devient extrêmement importante. C'est pour ça que nous ne pouvons pas galvauder nos cultures, nous ne pouvons pas en faire des cultures au rabais, nous ne pouvons pas désirer, en fait, en réalité, promouvoir aussi des gens qui sont en train de rabaisser nos cultures, parce que nos cultures, dans ce sens-là, ne sont plus des moyens de relais, que ce soit pour les jeunes ou pour les plus vieux, de pouvoir avoir une colonne vertébrale. Et quand vous avez coupé tout ça, forcément que vous allez aller vous chercher des modèles. Quand on tue les dieux des gens, ils vont s'en construire des autres, ils vont essayer de faire avec cela. Donc oui, la culture et l'éducation, elle est extrêmement importante. Comprendre l'histoire est importante, parce qu'aussi, il ne faudrait pas favoriser, par exemple, et moi c'est ce que je peux constater sur les réseaux sociaux la plupart du temps, c'est aussi un autre discours qui est celui, par exemple, de la supériorité noire aussi, et qui, au fond, est une réponse forcément à cette agression massive qu'est le racisme, mais qui, à mon sens aussi, a tendance à enfermer les gens. Parce que du coup, pour beaucoup d'entre eux, ça s'arrête à quoi? À l'Égypte antique. Et puis, excusez-moi, mais aujourd'hui, les pyramides, elles sont plus en train de se bâtir. Donc, il faut arrêter avec les pyramides au bout d'un moment. Il faut comprendre ce que les pyramides ont été. Il faut comprendre ce passé. Mais il ne peut pas être, efficient, je veux dire, aujourd'hui, où on a des problèmes d'aujourd'hui. Et moi, c'est une historienne qui vous dit ça. Je ne crois pas que l'histoire est juste un remède. L'histoire, c'est une compréhension, c'est de chercher du sens, c'est d'essayer de faire en sorte de construire justement un présent à partir d'un passé, même si parfois justement le présent même que l'on se construit peut être une forme de fiction à partir de ce passé-là, mais qui va répondre de manière adéquate aux problèmes que nous avons. Donc ces discours-là aussi, au fond, ce sont des discours qui nous enferment, et ce qu'il faudrait vraiment, c'est cette éducation à la liberté
à la liberté. C'est ça, l'enjeu, c'est ça, c'est l'éducation à la liberté de choix conscients, de choix qui ne sont pas subis, de choix dont on comprend rien du tout, et puis où on a des actions comme ça qui sont dommageables pour nous. Parce que moi, quand je disais que c'était un symptôme, je dis, et là je parle exprès de racisme parce que je le vois, moi, je veux dire, en tant qu'enseignante, je le vois ce que ça peut produire des fois. Je vois chez certains de nos gamins, moi, par exemple, quand j'arrive dans une classe comme ça, le rejet qu'il peut y avoir en voyant cette enveloppe est des fois vraiment, sincèrement, très, très perturbant. Et comme je dis, ce truc-là rend nos gamins malades, nous rend malades. C'est ce qui nous oblige à éduquer encore et encore, c'est d'être des adultes responsables par rapport à ça, de dire ce qu'il y a, de pas avoir peur de dire ce qu'il y a. Et puis, pour que, en fin de compte, effectivement, je veux dire, nos gamins se sentent un peu mieux, quoi. Parce que je sais pas, moi, je dis un enfant, faut toujours s'imaginer ça, des fois, on s'imagine, mais un enfant qui vit dans une maison où papa, maman se décapent la peau. Et puis en même temps, on lui enseigne un discours en lui disant, par exemple, oui, t'es congolais, oui, tu es africain. Alors que leur visage dit... Il y a une antinomie là. Oui, et c'est pour ça que je dis, ça, c'est le genre de choses qui rendent nos gamins, ça peut les rendre malades, vraiment malades. Et il faut qu'on comprenne vraiment justement que quand je dis malade, c'est pas juste... ils peuvent vraiment tourner de la tête parce qu'il y a des choses qui correspondent pas. Mais ça veut dire que c'est une appropriation de nous-mêmes et c'est pas juste une sorte de fierté et puis d'affirmer je suis fier. Mais l'affirmation de la fierté, c'est agir pour que ce que l'on est soit respecté. Et ça passe par nos êtres, ça passe par nos pays, ça passe par le fait d'être exigeant justement par rapport à la vérité, par rapport à ne pas magouiller. C'est tout ce genre de choses. Parce que, comme je disais, c'est ce monde-là, ce monde qui se cache derrière notre peau. C'est ce discours, le discours d'infériorisation. Vous êtes quoi, vous les Noirs? Vous êtes des violents, vous êtes des voleurs, vous êtes des menteurs, vous êtes des gens incapables. Et si nous favorisons dans nos manières de faire, dans nos manières de dire ces questions-là, incapables, voleurs, et tous tricheurs et tout ça, ça va très loin. Et on pourra toujours avoir des discours, on pourra toujours dire oui, faut éduquer les gens, mais c'est en profondeur que ces choses-là doivent se faire. La question du blanchiment de la peau, on l'a vu tout au long de l'émission, s'inscrit dans un cadre général en fait. C'est que le sujet africain a besoin, pour se sentir humain, pour se sentir dans la communauté des hommes, de se blanchir. Il va se blanchir la peau, il va se blanchir l'esprit, il va se blanchir la langue. C'est une question globale. Et pour s'en sortir, il faut connaître le mécanisme par lequel on est arrivé à cette situation. Le mécanisme lié à l'époque de la colonisation, mécanisme lié au racisme ambiant, mécanisme lié à l'idée même qu'on se fait de la beauté. La beauté est tout sauf noir. Et c'est tellement entré dans les têtes des gens, c'est que au final, quand quelqu'un te dit « moi j'aime les femmes à peau claire », on ne sait pas très bien à quel point il est suffisamment libre pour dire qu'il l'aime, ou plutôt il est en train de répondre à une injonction contextuelle ou à une injonction globale qui veut que on est normalement attiré par ce qui est beau et par définition, ce qui est beau n'est pas noir. Et donc, absolument, on va aller du côté de la blancheur de la peau. C'est une grosse problématique. Alors, dommage qu'on n'ait pas pu aborder comme je l'aurais voulu dans la profondeur les questions purement médicales et peut-être un peu plus les questions psychologiques. Je vais voir dans quelle mesure on pourrait revenir là-dessus. Alors, mais est-ce qu'à présent, ce sera ma dernière question, et à l'adresse de nous autres, mais aussi de ceux qui dirigent, est-ce que vous ne pensez pas
qu'on devrait se mettre au travail pour en faire une question prioritaire. Parce que tant que les gens ne seront pas suffisamment solides en eux-mêmes pour croire en ce qu'ils sont, pour croire en ce qu'ils sont capables de faire sans forcément passer par la médiation de l'autre, il sera difficile de construire quelque chose dans nos espaces, dans nos pays. Est-ce qu'on n'a pas un travail à faire au niveau politique, au niveau culturel, au niveau de l'éducation pour changer ces choses, et surtout comment ce travail pourrait se faire en quelques minutes? Je sais pas, je commence peut-être par Kerwin. Bon, effectivement, c'est un vaste chantier. Comme on l'a dit, c'est un problème à la fois d'éducation, de culture, de santé publique. Et la culture, c'est une des bases de toute une société. Hein. On a une culture politique, une culture économique, une culture tout court. Donc, dans quoi que l'on fasse, il y a la culture en sous-bassement. Donc, il faudrait déjà commencer à faire un travail de réflexion sur le plan culturel, ce qu'on peut faire. Et ensuite, lorsque nous luttons pour que les pays aient un leadership fort, que les pays soient libérés, dirigés par des gens responsables, cela veut dire qu'un pays libéré, qui est dirigé par des gens responsables, sera dirigé par des gens compétents, qui savent prendre à bras le corps tous les problèmes nationaux, et entre autres, ces problèmes d'image et ces problèmes de santé publique. Donc, c'est un vaste chantier qui sera interdisciplinaire, qui va prendre peut-être beaucoup de temps, mais il faudrait que les gens travaillent en synergie, que les gouvernements fassent sa part sur le plan éducationnel et sur le plan, je vais dire, de la loi, donc entre guillemets policiers, que les acteurs de la société civile, parmi les acteurs de la société civile, je pense aux historiens, je pense aux médecins qui fassent leur boulot, que les artistes aussi, ou toutes les personnalités qui ont de voix qui portent, que les artistes chanteurs, qu'ils puissent faire leur boulot, ceux qui sont dans les théâtres populaires, qu'ils fassent aussi leur boulot, qu'on n'ait plus, dans tous les théâtres, c'est toujours X, moi c'est à Pembe, mi Pende à Pembe, ça devient mais vraiment terrible. De l'entendre partout, n'importe quelle pièce de théâtre que vous prenez, il y a toujours, moi c'est à Kilo, moi c'est à Pembe, les ceci. Ça, on l'entend beaucoup. Mobalio, ya Pembe. Bon, ça commence à faire un peu assez. Il faut que de ces côtés-là, qu'il y ait aussi des changements. Que l'on prenne en charge nos enfants depuis l'école primaire, qu'on leur dise qu'ils sont, qu'on leur apprenne une histoire de gloire, une histoire qui fera qu'ils soient fiers d'eux, fiers de leur pays. Qu'on les éduque, qu'ils sachent que, bon voilà, on ne se détermine pas par rapport à la couleur de la peau. L'homme, ce n'est pas ce qu'il paraît. L'homme, c'est ce qu'il est d'abord. L'homme, ce n'est pas ce qu'il a. L'homme, c'est ce qu'il est. D'abord, la voix, d'abord l'être, pas le paraître, mais l'être, pas la voir, mais toujours l'être. C'est l'être qui détermine ce qu'est un être humain. Donc, c'est un travail multidimensionnel de longue haleine. Ben, si on commence aujourd'hui, dans quelques années, on pourra dire que voilà, on a réussi notre pari. Bénédicte? Je pense que la question, elle est tout à fait valable parce que je crois qu'elle ouvre justement ces différents champs, comme vient de dire Kerwin, c'est-à-dire que c'est quelque chose de pivot parce que ça nous interroge, oui, dans notre humanité, mais ça nous interroge sur le politique, ça nous interroge sur justement nos pratiques culturelles, pourquoi elles ne sont pas efficientes, pourquoi le gouvernement ne marche pas. Et ça, voilà, ce sont vraiment, je pense, des questions de fond que les gens peuvent prendre à bras le corps pour pouvoir réfléchir les choses. Et je vais peut-être faire une boutade, excusez-moi, d'introduire cette chose-là comme ça dans votre émission, mais sincèrement, quand vous commencez à parler de la question de la peau, les questions de domination, les questions de racisme, c'est un peu difficile de venir dire après Fachi Béton. Hein. C'est un peu difficile. Parler d'autre chose. Hein. Donc, là, pour dire que voilà, c'est parce que ces questions-là, ça amène à ça.
On ne peut pas s'arrêter à des choses un peu, voilà, quoi. Alors, si ce n'est peut-être dire prendre le béton pour se décaper la peau, mais en même temps, c'est passé de mode. Donc, voilà. Non, mais c'est des questions essentielles et puis c'est vrai qu'il faut les mettre sur la table parce que ça nous permet d'ouvrir des chemins et puis de revenir, je crois, à un débat de société qui devrait être le nôtre et qui est le nôtre aujourd'hui au Congo. C'est qu'est-ce qu'on a comme État, qu'est-ce qu'on veut comme État, parce qu'on sait que c'est dans cette enveloppe-là en particulier que nous pourrons, nous, Congolais, et puis, oui, les autres Africains, si on peut les inspirer, nous développer. Et si cette enveloppe, nous continuons à la malmener, nous continuons à ruser, à mentir, à faire des hypocrites et puis tout ça, ben, bientôt on va mettre on va faire des piqûres à des bébés pour qu'ils deviennent plus clairs. Hein, c'est tout. Merci Bénédicte Kouminjoko, merci Kerwin Maïzo. C'était un plaisir d'avoir cette discussion. On va résumer avec cette phrase que je vous emprunte à l'un à l'autre. C'est qu'on est, c'est pas l'apparence de la peau. Il faut vraiment qu'on dépasse cette idée-là et c'est même l'idée qu'il y a derrière le racisme, c'est de réduire l'individu à son apparence et tirer une conclusion. Ben, il a la peau noire, donc il est ceci, il est cela. Il a la peau blanche, donc il est ceci, il est cela. On doit être au-delà de tout ça et dans notre société, on doit travailler pour changer les choses. Déjà, au niveau des cellules familiales, chacun d'entre nous doit faire ce qu'il peut pour éviter cette problématique-là et pour essayer d'éduquer les enfants dans le bon sens. Et en même temps, il faut vraiment qu'il y ait des programmes au niveau national, au niveau des programmes conduits par le gouvernant pour éduquer les gens et changer les choses. Ça passe par un changement des programmes scolaires et ça passe par la nécessité dans les programmes scolaires de poser ces questions-là et ça passe aussi par des décisions, et ça c'est des décisions de gouvernement. Dans toutes les capitales africaines, quand vous vous promenez, vous avez d'immenses panneaux de publicité sur lesquels on fait la publicité des savons éclaircissants ou de lotions éclaircissantes. Mais ça, c'est une décision qu'un gouvernement peut prendre pour arrêter cela. Donc ça, c'est un travail qui doit être fait. On va voir dans la mesure du possible comment faire remonter ça le plus loin possible, surtout auprès de ceux qui décident, pour qu'on en fasse une priorité nationale. Parce que, je le rappelle, au-delà des questions philosophiques, au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà des questions psychologiques, ce sont aussi des questions de santé publique. Ces produits sont toxiques, ces produits entraînent la mort. Autant ils détruisent la peau et tuent cette peau et d'une certaine façon tuent notre être, autant ces produits sont dangereux parce que physiquement, ils entraînent des conséquences sur le plan sanitaire qui sont néfastes. Merci à Bénédicte, merci à Kerwin, merci à Yvonne qui a eu de grosses difficultés pour se connecter, c'est dommage. On va voir dans quelle mesure on pourrait réaliser peut-être un autre numéro. Elle aurait un peu plus de temps, un peu plus d'espace pour pouvoir s'exprimer. Juste avant que vous arrêtez, pour une fois, parce que vu qu'en tant que Congolais, souvent on est juste dernier en tout et puis on est toujours mauvais en tout, je voulais juste dire qu'en termes de blanchiment de la peau, le pays en ce moment qui est vraiment le premier tout en haut de la liste, c'est le Nigeria. Oui. Oui, absolument. C'est pas le Congo. Et il y a un monsieur, là, je sais plus que ça s'appelle, Pale, et c'est assez terrible parce que, justement, il y a une idée d'un peu de jet set associé à cette la blanchitude. À la blanchitude, et qui semble passer comme une lettre à la poste. Merci Bénédicte. Le Nigeria, le Sénégal et le Mali, voilà. C'est vraiment des records. Hein? Ce n'est pas que la République démocratique du Congo. Non, pour une fois, on n'est pas, voilà. On n'est pas que réaliste. Et ceux qui posent des questions à la maternité, moi, Nabota Mekouler, Ninaza Pembeto Mouindou, on a beaucoup entendu cette question dans les maternités. Sachez que cette question est souvent malvenue. On ne dit jamais ça d'un bébé.
Merci beaucoup. Et puisqu'on parle des anecdotes, vous connaissez la chanteuse française qui vend le plus d'albums actuellement, le plus de chansons, c'est Aya Nakamura. J'espère que je n'écorche pas son nom. Oui, Aya Nakamura. Aya Nakamura a dit une fois qu'on lui avait demandé au début de sa carrière de se blanchir la peau parce qu'avec l'aspect qu'elle avait là, ce serait difficile de percer dans le showbiz. Elle a refusé et on a vu aujourd'hui qu'il n'y a personne qui vend autant qu'elle. Donc, ce qu'on fait quand c'est bien, les gens ils vont y aller et les gens permettez l'expression, se foutent de la couleur de votre peau. Et vraiment, il faut être tordu pour ne pas la trouver jolie. Je parle en tant qu'homme. C'est bien voilà. C'est l'homme que je suis, confirme. Donc, je vais terminer là. Merci à vous. C'était Parole de Psy, votre émission consacrée à la santé mentale et au bien-être. Et aujourd'hui, nous parlions du phénomène de blanchiment de la peau. Retrouvez-nous sur le site www.paroledepsy.net. Retrouvez-nous sur Facebook, sur notre page Parole de Psy. Retrouvez-nous sur YouTube, sur la chaîne Afro Panorama Podcast, et vous allez retrouver ce direct d'ici quelques minutes. Et surtout, s'il vous plaît, partagez, participez aux discussions dans les commentaires. C'est avec plaisir que nous vous retrouverons. Je suis Magloire Mpembi et était avec moi aujourd'hui pour en discuter Bénédicte Kumbinjoko et Kerwin Maïzo. Notre ami Yvonne Douagani est à Mbandaka au Congo. Elle a eu du mal à se connecter, mais c'est parti remise. Merci beaucoup à tous et ciao, ciao. Merci. À la fois prochaine. À la prochaine. Au revoir.